Je crois que sur le sujet du dating, des relations, etc., je dois en être à mon 4e ou 5e podcast. Autant dire que c'est un sujet qui me passionne. C'est un sujet qui me passionne parce que ça provoque beaucoup de questions chez moi. Mais genre vraiment beaucoup. Hein. Peut-être qu'on aura l'occasion d'en discuter un peu après. Ça provoque beaucoup de questions, beaucoup d'incompréhension. Avant, ça provoquait aussi beaucoup de frustration. Donc tu vois, question, incompréhension, frustration, pas terrible comme sentiment. Parce que je trouve que, enfin, je parle de mon cas personnel, tu te sens un peu perdu. On est ensemble. On est ensemble. on se sent un peu perdu. Donc pourquoi c'est aussi galère de trouver l'amour à notre époque ou de trouver un ou une partenaire, une personne avec qui on va virtuellement passer tout le restant de ses jours? Pourquoi c'est devenu aussi difficile? T'as combien de temps pour traiter cette question? on le disait tout à l'heure avec Jordan, 4 heures si tu veux. Pourquoi? Si je devais commencer par quelque chose de simple et de compréhensible pour tous, en fait, l'amour a subi une transformation sous tous les aspects. Ça date pas d'hier. C'est un phénomène qui a commencé déjà à partir des années 60, quand nos grands-parents ont connu ce qu'on a nommé la révolution sexuelle, avec l'arrivée de la pilule contraceptive qui a permis en fait aux femmes de disposer de leur corps comme elles le voulaient et de sortir de cette logique de je fais l'amour ou pour la procréation. Ouais, pour se reproduire. En gros. Ouais. Tout est parti de là. Et parti de là, il s'est passé une forme de dérégulation du marché. Je vais essayer de ne pas parler comme une prof de socio. Mais t'as le droit. Hein. Pénible. Pas du tout, moi j'aime bien. C'est vrai, moi aussi. Dérégulation progressive. Dérégulation progressive parce que le couple, la rencontre avant était régulée ou plutôt organisée par la famille, les amis, les cercles dans le travail, tous les cercles proches, en fait, toutes les communautés proches. Et ce qui s'est passé donc avec cette dérégulation, c'est que en fait, sont apparues de nouvelles formes d'union, de nouvelles formes de couple, de nouvelles formes de disposer de sa vie amoureuse. Et on est arrivé en fait à des schémas libéraux où les gens se sont mis à consommer des relations, à avoir un CV relationnel, à avoir une carrière même sexuelle, ce qu'on appelle le body count aujourd'hui. Attends, ça veut dire quoi un CV relationnel? Un CV relationnel, c'est pas un terme qui existe, bien sûr. C'est un terme que moi j'emploie. C'est une carrière sentimentale. C'est le fait qu'aujourd'hui, grâce notamment à la libération sexuelle, on a le droit de pas juste se marier à 25 ans et faire des enfants et répondre aux injonctions sociales, mais on peut en fait avoir plusieurs partenaires pour expérimenter, pour se développer, pour comparer et peut-être pour faire à un moment un choix judicieux de s'unir à quelqu'un ou pas, ou à plusieurs personnes. Voilà, parce qu'un des effets aussi de cette libéralisation, c'est aussi la multiplicité des différentes formes de couple, d'union. Voilà, je peux dire sur ça pour commencer. Très différent d'il y a une centaine d'années, quoi. Complètement. Et ça s'est passé vraiment très vite au final à l'échelle de l'histoire. Donc il y a les années 60. Ensuite, donc la libéralisation, les nouvelles formes de couple, l'augmentation du divorce aussi. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre? On a eu aussi un point culminant quand même, quelque chose de crucial qui est arrivé, c'est la digitalisation de nos usages et l'apparition, en à peine une décennie, des applications, des réseaux sociaux qui ont fait de la rencontre quelque chose de gamifié, de ludique. En fait, comme si la rencontre amoureuse était devenue une sorte de jeu avec ce swipe-là. Est-ce que c'est du coup pour ça que j'ai l'impression et que beaucoup d'autres ont l'impression que ces changements ont eu lieu très récemment, justement avec l'apparition des applis de rencontres, réseaux sociaux, etc. Alors qu'avant 2010 et même avant 2020, même si effectivement il s'est passé plusieurs décennies depuis les années 60, on est d'accord qu'il y a quand même un changement à comparer de ce qu'on vit aujourd'hui. Il y a eu un changement drastique dans la manière de se connecter aux autres. Il y a eu l'apparition des internets. Comme on disait avant. Comme on disait avant, autrefois, jadis, fin des années 90. Donc très lentement, c'est arrivé dans les foyers les plus chanceux, les plus aisés. Et du coup, au début des internets, dans les premières années de l'internet, le site de rencontre, ou avant ça le Minitel,
où il y avait les sites de rencontres pour les plus anciens qui nous regardent. Ça date, ça. Ça date. Ça date. Une frange de la population très réduite allait sur ces sites-là. C'était généralement les gens qui n'arrivaient pas à rencontrer ou les gens qui avaient de très forts complexes. Et c'était quelque chose de pas cool du tout. C'était un peu l'évolution des agences matrimoniales à l'ancienne où t'envoyais ta cassette VHS avec ton portrait. Et avant ça, c'était épistolaire. C'était des petites annonces dans les journaux. Donc ça... oui, mal vu et réservé pour une petite partie de la population. Pas vraiment popularisé, quoi. Exactement. Ouais. Et donc il y a eu ça. Et au début, donc les sites de rencontres, c'était pas du tout populaire et c'était même très mal vu où les gens se cachaient en fait quand ils allaient sur ce genre de site. Mais avec l'arrivée de Tinder notamment en 2012, faire des rencontres sur une appli, c'est devenu quelque chose d'hyper cool, d'hyper tendance et un endroit où tu dois aller. Sinon, tu rates quelque chose. Et là, il y a eu un réel tournant. Il y a eu un tournant tant dans la mentalité, l'approche, le fait que ça devienne quelque chose de cool d'aller sur une application pour rencontrer quelqu'un. Mais aussi, il y a l'aspect gamification du geste qui a amené une forme de désensibilisation et de banalisation du shopping amoureux et qui a amené tout un tas de comportements. Des comportements qui ne vont pas contribuer à faire réussir les relations, j'imagine. Qui vont contribuer à mettre le bazar. Ouais. Et à semer la confusion et à créer tout un tas de comportements, d'incivilités qu'on connaît tous et dont on parlera. Et tout un tas de confusion dans ce que les gens veulent ou ne veulent pas pour leur vie amoureuse. Voilà, il y a pas simplement ces applications, ces usages, la notion de choix illimité qui est arrivée et qui a profondément modifié nos comportements, nos approches, nos jugements de valeur et notre rapport à l'autre et aussi nos compétences en fait, nos capacités à aller se parler hors des applications. Il y a ça d'une part, mais il y a aussi toute la partie, donc il y a le choix, ce que je disais, vraiment l'explosion du choix, ça a vraiment tout transformé. Et il y a aussi le fait qu'avec ces applications, entre autres, on soit devenu très rationnel sur le choix d'un partenaire ou d'une partenaire. Là où, originellement, je dirais, l'amour, c'est quelque chose de plutôt irrationnel, une alchimie qui se base sur des sensations. Des sensations, un regard, un geste, un timbre de voix, une posture, un humour... tout un tas de choses qui sont non-verbales et qui ne sont pas tout à fait rationnelles, même pas du tout. Contrairement où maintenant, tu as la taille, limite le poids, la catégorie socio-professionnelle, les red flags, les green flags. Secours. Et là, c'est dur. Est-ce que ça veut dire que Tinder et les applis de rencontre, c'est le grand méchant loup ou si jamais ces applications n'avaient jamais été créées, est-ce qu'on en serait quand même là aujourd'hui ? Tu vois, l'aspect... produit de consommation du dating et des relations amoureuses, est-ce que c'est juste à cause des applis de rencontre ou c'est juste l'évolution de la société qui fait que tout est devenu produit de consommation et le dating en fait partie ? C'est un excellent point. Moi, je dirais que non, c'est l'usage qu'on en fait qui pose problème. C'est de faire des usages sans conscience. C'est comme quand on mange du sucre ou qu'on mange énormément de glucides tous les jours et qu'on n'y met pas de conscience. Après, faut pas s'étonner qu'on a des problèmes physiques, de santé, ou qu'on prend du poids, etc. Et comme toute chose, comme tout remède, comme tout objet, si on abuse... il y a des effets qui sont démultipliés et qui sont nocifs. À mon sens, voilà, c'est vraiment l'usage qu'on en fait qui pose problème. Mais du coup, pour continuer à te répondre, je pense que ça a accéléré des biais. Je pense que ça a vraiment accéléré des côtés sombres qui peuvent exister chez l'humain quand on est dans l'excès. Et qui ont émergé du coup hyper rapidement. À cause de ça. Et j'ai le sentiment en fait que l'amour c'est quelque chose qui est politique, quoi qu'il, et que le capitalisme c'est un système politique. J'ai le sentiment en fait que on arrive probablement au bout, on est essoufflé dans ce système capitaliste, du capitalisme, et que l'amour en fait par pure logique suit ce mouvement-là et arrive à mon sens au bout d'un cycle. Les rencontres amoureuses, on le sait tous, c'est loin d'être simple. Que ce soit l'attente d'un message,
les doutes, les incompréhensions, ça peut très vite devenir une source d'anxiété. Et quand on enchaîne les déceptions et qu'on se sent perdu, ça peut vite peser lourd sur la santé mentale. C'est évidemment quelque chose qui me tient à cœur. Et personnellement, il y a beaucoup de périodes de ma vie où j'aurais aimé avoir un interlocuteur pour pouvoir dissiper certaines préoccupations ou tout simplement me sentir accompagné dans certaines périodes difficiles. C'est justement pour ça que je voulais vous parler du sponsor de la vidéo, BetterHelp. BetterHelp, c'est une plateforme 100% en ligne qui vous permet de consulter un thérapeute 100% certifié directement depuis chez vous. Et quand on traverse des périodes de stress émotionnel, comme celles qui sont liées aux relations, avoir un espace pour en discuter, ça peut tout changer. Mais trouver un bon thérapeute, ça peut parfois être très compliqué. Surtout si vous habitez dans une région où les professionnels sont rares. Avec BetterHelp, c'est super simple. Vous remplissez un questionnaire pour expliquer ce que vous traversez, que ce soit lié à l'amour, à l'anxiété ou n'importe quel autre souci. Et la plateforme vous met en contact avec un professionnel français, certifié et enregistré à l'ARS qui sera adapté à vos besoins. Et ce qui est génial, c'est que vous avez le choix entre faire des sessions en vidéo, au téléphone ou même par messagerie. Et si jamais vous sentez que le feeling ne passe pas avec la personne attribuée, pas de panique, vous pouvez facilement faire une demande pour changer de thérapeute, le tout sans frais. Ce qui est appréciable, c'est vraiment ce côté accessible, ce côté humain. Et surtout que la thérapie en ligne respecte les mêmes règles de déontologie qu'on pourrait avoir en cabinet. Donc, on se sent rassuré. Alors si vous ressentez le besoin de parler, que ce soit lié aux relations amoureuses, à l'anxiété ou à n'importe quel autre aspect de votre vie mentale et émotionnelle, je vous recommande vivement d'essayer. Vous pouvez cliquer sur le premier lien dans la description pour bénéficier de 10% de réduction sur votre premier mois chez BetterHelp. Le lien c'est betterhelp.com/Nassim Saïli, tout attaché. Et merci encore à BetterHelp d'avoir sponsorisé la vidéo et prenez soin de vous. Est-ce qu'on pourrait donner une définition au capitalisme amoureux? Qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire au final? Appliquer le libre-échange aux relations, appliquer des processus commerciaux, industriels à des processus émotionnels. Comme ça que je le décrirais pour être... Procédé industriel, ça je pense que c'est une très très bonne image, très très bonne image. Quand on swipe, quand on est sur une appli de rencontre ou quand on scrolle sur Insta, au final on est dans de l'accumulation d'informations. Il y a des sociologues qui appellent ça l'information overload. Et ce truc-là, en fait, inconsciemment, crée des habitudes, des chemins en fait neuronaux qui assimilent comme les comportements de consommation, comme les comportements d'achat. En fait, le cerveau n'arrive pas à les dissocier des comportements de recherche amoureuse. En fait, on est dans de l'accumulation, il n'y a pas de comparaison, une désensibilisation et on est sur de la masse, sur de la quantité plutôt que un recul du sentiment, du réfléchi, ce qui devrait être appliqué à l'amour. C'est pas rassurant. Je sais pas. moi, je te le dis, c'est quand même pas très rassurant. Hein. C'est pas rassurant. Enfin, c'est pas rassurant. Et moi, le constat que je fais, je reçois quelques jeunes. Je travaille principalement en visio par téléphone. Quand tu dis jeune, c'est la vingtaine c'est principalement entre 22 et 42 ans. C'est le maximum. Okay. J'ai déjà reçu plus, mais c'est vraiment le cœur des gens que j'accompagne. Et effectivement, je constate beaucoup de souffrance, beaucoup de confusion, beaucoup de frustration, comme je le disais tout à l'heure. Un rejet aussi de ce marché amoureux. Et pour revenir à la notion de capitalisme amoureux, on est sur un marché où il y a une offre et où une demande. Du capital sexuel, des relations, du temps. Est-ce que cette frustration aussi, elle ne serait pas générée par le fait qu'on a l'impression de ne pas avoir d'autre choix que d'utiliser ce genre d'application ou des réseaux sociaux pour faire des rencontres? Parce que, encore une fois, c'est une impression, donc je ne suis pas du tout objectif, mais peut-être que c'est bien plus difficile de rencontrer quelqu'un avec des procédés plus traditionnels, on va dire, aujourd'hui que ça l'était il y a 30 ans en arrière. Eh bien, je ne le pense pas. Ah ouais? Trop bien. Je pense que pour une frange de la population qui peut-être vit dans des campagnes, qui n'ont pas accès à des cercles de relations, certaines personnes qui exercent des métiers où il y a énormément de déplacements, où je pense à des militaires, quand on est à huis clos en fait dans sa profession, quand on est physiquement éloigné ou quand on a des problématiques physiques, qu'on a des handicaps, ce genre de choses, je pense que c'est un outil extraordinaire pour toucher un maximum de monde. Mais quand on est actif dans des grandes villes ou dans des villes moyennes, peu importe, qu'on a une activité, qu'on fait du sport, on est dans une société où on peut faire des loisirs, où il y a des loisirs gratuits aussi. Une vie sociale, quoi. Une vie sociale. Ouais.
en fait, on a une multiplicité de lieux où on peut créer des affinités, rencontrer, créer des conversations. Mais je pense que le problème, c'est que ces outils ou l'époque ou je ne sais pas qui, je ne veux pointer du doigt personne, a amené à une forme de, je trouve pas le mot, mais un amoindrissement en fait de nos compétences sociales, de notre curiosité, de notre ouverture au monde. La photo aux écrans, peut-être, le fait que on passe énormément de temps à scroller sur des applications, sur des réseaux, à faire notre travail derrière un écran. Je pense que ça a un côté un peu enfermant, certes, mais on a quand même des compétences sociales, émotionnelles, relationnelles qu'on se doit en fait en tant qu'adulte, que ce soit dans le travail, dans les cercles amicaux, dans le sport, enfin dans toute notre vie sociale, de développer tout au long de notre vie. Et je pense qu'on doit faire attention, comme une hygiène, à rester curieux, rester ouvert sur le monde aux autres, et puis considérer les gens, pas comme des gens qu'on va pécho, mais comme des gens qui vont probablement nous apprendre tout un tas de choses sur nous-mêmes, sur eux, et qui vont nous ouvrir d'autres portes en fait sur la vie. En tout cas, moi, c'est comme ça que je vois les choses et c'est plus comme ça que j'accompagne les gens qui viennent me voir. Et c'est une très belle façon de voir les choses. Mais est-ce qu'on n'est pas en train de perdre ces capacités émotionnelles alors? Avec justement ces procédés industriels qui sont un peu injectés à tous les axes de notre vie. Complètement. Complètement. Je parlais tout à l'heure de la notion de choix. La notion de choix, en fait, elle a changé quelque chose de très important chez nous. C'est notre rapport à la valeur de l'autre. Le fait d'avoir énormément de choix, le fait d'enchaîner les profils, ça a été prouvé mis en évidence par une étude qui s'appelle l'effet de dotation. C'est fin des années 90. En fait, c'est une étude qui consiste à mettre le même objet devant des consommateurs, deux modes d'achat différents, mode enchère et mode sur l'étagère. Sur l'étagère, en fait, il y a plein d'objets autour de l'objet en question. Et on demande en fait aux consommateurs de donner un prix sur ce même objet, donc à l'objet aux enchères et à l'objet sur étagère. Et bien en fait, il se trouve que peu importe l'objet qu'on pousse aux gens, sur le mode étagère, il est survalorisé. Ce qui implique en fait que quand un objet est noyé dans la masse ou quand il y a une multiplicité de choix, on a tendance à dévaloriser l'objet, la chose, le service, peu importe. Et c'est ce qui arrive avec les personnes. Hélas. En tout cas, c'est ce qu'on constate. Et dans le choix aussi, ce que l'on constate, c'est que l'abondance de choix, on pourrait croire que ça amène au bonheur, ça amène à la joie, ça amène au fait qu'on soit comblé et que, ok, cuicui les petits oiseaux, tout va bien, dans le meilleur des mondes. Eh bien non. En fait, ce qui se passe, c'est que ça amène une insatisfaction limite chronique. Plus on a de choix, plus on a d'informations, plus le cerveau est saturé. Et moins on est capable de prendre de décisions, et quand on prend des décisions, on les regrette. Ça s'appelle le paradoxe du choix, et il me semble que c'est une étude qui date de 2004, si je ne dis pas de bêtises. Et ça, elle est trouvable sur les internets. Et du coup, ça amène aussi, ça alimente ce qu'on appelle, ce que tu dois connaître et ce que bon nombre de personnes connaissent, la fear of better option, la peur de manquer en fait des options potentiellement meilleures. Là, sur les applis de rencontre, cette multiplicité de choix amène à une incapacité en fait à se fier au choix que l'on fait. Et puis quand on en fait un, c'est se dire ok, j'ai peut-être raté quelque chose, je suis pas bien. Il n'y a plus d'engagement, quoi. Il y a une forte difficulté effectivement à s'engager. Et ouais, ça c'est un gros phénomène de l'époque. Comment on fait pour sortir de là? Comment on y arrive, Anissa? Aide-nous, s'il te plaît. Comment on se sort de quoi, dis-moi? Comment on se sort de cette logique qui s'est intégrée dans toute notre vie? Comment on arrive à déconstruire un petit peu, enfin, je ne sais pas si le mot déconstruire est bien utilisé, mais comment on arrive à casser ces nouvelles injonctions qui font que, à une certaine époque, on a l'impression d'être obligé d'utiliser des applis de rencontre pour rencontrer des personnes. Comment on fait pour pas se sentir seul sans ces outils-là pour rencontrer des gens? Surtout quand potentiellement tout notre entourage en utilise également. C'est compliqué. Je saurais pas répondre à cette question telle quelle, parce que pour moi, il y a plein de sous-modalités.
dans ta question. Il n'y avait pas qu'une question, il y en avait 12. Donc, Et du coup, j'avoue que... je ne sais pas sur laquelle me fixer. J'avoue que je t'ai pas ménagé là, mais bon, voilà. Comment sortir de là? À mon sens, tout doit partir de l'introspection personnelle. Et je pense que malgré le fait qu'on ait accès aujourd'hui à tout un tas d'informations avec l'avènement de la culture psy, de la psychopop, c'est le fait qu'on ait accès à tout un tas de notions simplifiées, du jargon psychologique, accès à tout un tas de phénomènes via des chaînes YouTube, des comptes Instagram. On est censé être un peu plus outillé, mais du coup, je pense que voilà, on devrait être capable, ou moi j'amène les gens à introspecter sur leurs souhaits, ce qu'ils veulent réellement vivre, pourquoi ils veulent entrer en relation, qu'est-ce que ça vient nourrir ou combler chez eux, mais sans être binaire, qu'est-ce que tu cherches à vivre, qu'est-ce que tu cherches à partager, qu'est-ce que tu cherches à donner, et non pas qu'est-ce que tu veux qu'une personne vienne apporter à ta vie, qu'est-ce que tu vas prendre de quelqu'un, mais plutôt, voilà, être dans une logique de ressenti, faire une feuille de route, limite comme un projet entrepreneurial. Pas dans la logique critériste de je veux cocher des cases, je veux qu'il ou elle soit musclé et des quads hyper développés, qu'il mange fasse telle bio. taille, qu'il ait ce tel métier, qu'il gagne tant par an. Voilà. Ouais, on comprend. Mais plutôt, qu'est-ce que je veux développer avec cette personne? Quel type de moment je veux partager avec cette personne? Comment je veux que cette personne-là s'intègre dans mon quotidien? Qu'est-ce que moi, je veux découvrir aussi sur moi, avec quelqu'un d'autre? Qu'est-ce que je veux explorer de la vie, en gros? À mon sens, le couple, c'est un outil pour évoluer, avancer et explorer des choses dans la vie, mais pas un comblement, un substitut, un label de virilité ou de... Tu vois? Je vois tout à fait. Et tu penses que cette introspection, on a un peu de difficulté à la faire parce que justement, elle est difficile. Elle nous met face à des choses auxquelles on n'a pas envie de se confronter Complètement. Dans notre propre être. C'est difficile, mais on peut se faire aider. Dans mon livre, il y a des protocoles très spécifiques d'auto-introspection avec des questions, des actions, des outils en fait qui permettent de faire de la clarté sur tout un tas de sujets, savoir ce que l'on veut, ce que l'on peut en amour, est-ce qu'on est prêt, pourquoi on veut se lancer dans une relation, toutes ces choses-là. Donc ça, dans mon livre, j'en propose, c'est un premier pas. Ça ne résout pas tout, mais c'est un premier pas. Donc il y a, voilà, pour commencer à répondre à ta question, il y a cette première étape de l'introspection. Pourquoi je veux entrer en relation? Ensuite, comment on sort de là? À mon sens, c'est réhabiliter quelque part sa vision des relations. Je m'explique. J'y faisais un peu référence tout à l'heure, c'est considérer les autres humains, les rencontres, peu importe où on les rencontre, comme des ouvertures sur soi, comme des gens qui vont nous permettre de voir et de développer de nouvelles choses en nous, et qui vont nous ouvrir de nouvelles fenêtres d'exploration, que ce soit dans les compétences, que ce soit dans les loisirs. Et je pense que les gens devraient un peu plus considérer le monde et les gens de l'extérieur comme une bibliothèque humaine. On adore regarder des vidéos sur YouTube. Certains aiment lire, certains aiment écouter des podcasts. Moi, je considère les gens comme ça, comme une bibliothèque humaine à ouvrir. Et je pense que si on changeait notre regard sur les rencontres, si on n'y mettait pas autant de tension, pas autant même d'injonction à soi-même à être en couple ou à pécho ou à augmenter son body count, je pense qu'il y aurait des transformations possibles, rien qu'en changeant de perception. C'est super encourageant de voir les choses de cet œil-là. Et j'aime bien la comparaison avec la bibliothèque, parce qu'effectivement, ça permet d'envisager différemment les rencontres et de les envisager de manière un peu plus saine, j'imagine. C'est ça, c'est mettre moins de pression sur un potentiel autrui, parce que de toute façon, mettre une pression ou une attente trop élevée ou une idéalisation ou de se dire « Ok, lui ou elle va... m'apporter ça dans ma vie, et quand j'aurai cette personne-là dans ma vie, je vais pouvoir faire ceci, cela, me développer, arrêter de fumer ou je sais pas quoi. » Déjà, en fait, dans la relation, on commence avec du dysfonctionnel. On commence avec de l'attente, de la pression.
la relation, c'est un partage. La relation, c'est pas attendre que l'autre nous aide ou fasse quelque chose pour nous ou rehausse notre estime de nous, rehausse notre ego. Ça sert pas à ça. Si on part comme ça, on part pas bien. Et c'est souvent le cas. C'est souvent le cas. On parlait de tranche d'âge tout à l'heure. Est-ce que, tu parlais que tu t'accompagnais des gens qui étaient majoritairement entre 20 et 40 à peu près. Est-ce que tu trouves que ce capitalisme amoureux est plus présent chez la jeune génération, je mets des gros guillemets, ou au contraire, c'est un petit peu la même appréhension qu'on ait 18 ou 45? Du coup, c'est pas la thérapeute qui parle, mais l'humaine, la pote, l'observatrice, le rat de bibliothèque humaine. Ça touche les boomers, ça touche les quinquas, les quadras. Chez les seniors, je ne sais pas. Donc du coup, je peux pas me prononcer. Mais tous ceux qui ont mis le pied, la main, le doigt, le pouce sur ces applications-là ont développé des comportements de consommation, clairement. Pour ces gens-là qui sont à un âge plus avancé, c'est des gens qui, pour la plupart, ont vécu le divorce, des remariages, et qui sont tombés dans les processus de consommation qu'on connaît tous. Et outre ce qu'on connaît de ce processus de consommation, il y a aussi tout l'accès 24 heures sur 24 à la pornographie, en fait, qui vient aussi appuyer sur qui vient dérégler aussi le marché. Parce que quelqu'un qui assouvit ses besoins en autonomie et puis qui peut rencontrer tout un tas de personnes quand il veut, au final, j'ai tout ce qu'il me faut, pourquoi j'irais m'engager et me mettre avec quelqu'un? Ça touche un autre sujet. On en parlait tout à l'heure, l'engagement, ça touche aussi à la perception en fait que les gens ou que certaines personnes ont de l'engagement. Donc tu penses que c'est ça qui est à la base de la difficulté pour certaines personnes de s'engager dans une relation exclusive et durable? Pas que, mais en tout cas, la notion d'engagement et ce que certains apposent à cette notion, typiquement l'enfermement, la privation de liberté, etc. Oui, je pense que c'est quelque chose qui contribue à ce bazar monumental. Ouais. Parce que au final, l'engagement, quand on en a une vision positive, le fait de se développer avec quelqu'un, le fait d'être dans une relation qui nous fait du bien, où on se sent évoluer, déjà, ça donne une énergie de dingue quand on se trouve avec une personne très positive pour nous. Mais au final, c'est un accélérateur de liberté. Et pas le contraire. Et pas le contraire. Mais après, outre l'engagement, c'est peut-être la notion de liberté qui conviendrait de définir. Pour certains, la liberté, c'est pas d'entrave, pas de règles, zéro respect, je fais tout ce que je veux, zéro contrainte, je prends tout, je ramasse tout le tapis et advienne que pourra. Mais c'est une vision un peu égoïste quand même. C'est une vision, pour moi, oui, très, à la fois égoïste, restrictive et complètement biaisée en fait de la liberté, parce que, à mon sens, la liberté, justement, ça implique des règles, pas une absence de règles. Pour moi, c'est réglementé en fait la liberté. On n'est pas tout seul sur une île déserte à faire n'importe quoi, et encore plus quand il y a des relations, quand on crée des liens, on se doit des choses. Il y a une phrase dans le dating qui revient très souvent, c'est « on se doit rien ». Ouais. Tu vois, toutes ces nouvelles formes de relations, là où on sait pas trop où on est, on date, et puis l'autre personne ou soi-même, ça peut peut-être arriver, on en date plusieurs autres à la fois, et au final, la personne nous demande « alors tu vois d'autres personnes, tu parles à d'autres personnes non, oui, non, je sais pas, ok, bon, on est quoi? Attends, je te dois rien. On kiffe ensemble, on couche ensemble, mais on se doit rien. » Pour moi, ça pose problème. Pour moi, ça pose véritablement problème, parce que à partir du moment où on crée un lien, on se doit le respect, on se doit l'honnêteté, on se doit d'être intègre et en fait, en face, d'être bienveillant avec la personne. Ça pourrait être le slogan du capitalisme amoureux, en fait. On se doit rien. On se doit rien. Parce que c'est pile poil ce que ça traduit. Au SDR. Ouais. Et du coup, ouais, les relations exclusives et durables, compliquées avec le modèle d'application de rencontres, de réseaux sociaux, de consommation, de méthodes industrielles. L'augmentation des divorces aussi.
On est sur une moyenne mondiale qui fait qu'augmenter. Et dans les grandes villes en France, c'est un mariage sur 2 avant les 5 ans de relation qui se termine en divorce. Et ça, c'est toujours à cause de ce que tu as dit tout à l'heure. C'est quoi l'acronyme anglais que tu as utilisé? Fear of better option. Fear of better option. FOBO. Ouais, FOBO. Je connaissais le FOMO, Fear of missing out. Voilà le variant. L'augmentation de la quantité de divorces, ça pourrait être expliqué aussi par ça. La peur de... Pour moi, c'est systémique. Il n'y a pas un élément qui implique une conséquence. C'est pas A qui amène à B. Ouais. C'est systémique. Il y a énormément d'éléments. Il y a la culture, il y a les injonctions, il y a les croyances, il y a l'économie aussi qui joue beaucoup. Il y a l'éducation, il y a ce qu'on consomme en termes de contenu. Il y a effectivement les réseaux sociaux, les applications, etc. Mais les applications de rencontres et les réseaux sociaux ne sont pas des coupables désignés, mais un élément du système. Capitalisme. C'est ma croyance. Mais je te rejoins là-dessus. Ça me fait penser à un truc. Tu sais qu'on consomme aussi Netflix un peu comme on consomme les applis de rencontres. Binge-washing. Exactement. C'est-à-dire qu'on a du mal à se réguler. On a du mal à s'investir dans un show en particulier. On a tendance à changer de contenu comme on change de chemise. Du coup, c'est un peu les mêmes mécanismes que les applis de rencontres. Et tout repose sur les mêmes mécanismes. À la muscu, quand on apprend en fait à faire différents mouvements, etc., on conditionne notre cerveau à être concentré, à coordonner des mouvements, à activer certains muscles, certaines fibres et certaines zones aussi du cerveau. Eh bien, quand on a l'habitude de le faire, c'est comme ça en fait qu'on se développe, qu'on devient meilleur, qu'on affine à la fois l'amplitude, la technique, le recrutement musculaire, etc. Eh bien, pourquoi tous les usages qu'on a au quotidien n'auraient pas des effets? Enfin, plus on fait quelque chose, plus ça a de l'influence et des incidences sur notre manière de nous comporter, de nous positionner. On parle de posture dans le sport, mais dans les relations, c'est la même. Quand on est dans une posture d'accumulation de consommables où on jette et où on remplace, on n'avance pas. Et au final... on peut le faire pas simplement dans les relations amoureuses, mais on peut avoir cette notion de binge-watching dans les amitiés, dans les activités qu'on fait. Enfin, est-ce qu'on arrive à se concentrer même maintenant, à cette époque? Non. Je te le dis, hein. Non. Je parle pour moi, c'est hyper difficile de me concentrer. Et heureusement que j'ai plusieurs activités qui me permettent d'avoir un petit peu de variété dans ce que je fais dans la journée. Mais sinon, j'arriverai pas, hein. Tu me dis de faire la même tâche de 9h à 17h. Chaud patate. C'est impossible. Même pour moi. On était bien partis, Anissa. Moi, j'étais content de parler de ça avec toi. Mais Je suis toujours content, je suis toujours là. Tu sais pourquoi j'ai parlé de tranche d'âge juste avant? Parce que, alors, moi, j'ai 37 ans. Donc, j'estime être, plutôt vieux, entre guillemets. Je suis loin de quelqu'un qui a 20 ans. Et je me rappelle moi-même de comment les choses étaient à mes 20 ans. C'est le jour et la nuit. C'était une autre dimension. On est de la même génération à peu près. Et oui, c'était le jour et la nuit. Je suis pas dans la dynamique de cette émue. Oui, non, on n'est pas là pour dire ça. Il y avait des choses qui partaient en barigoule aussi avant. Voilà. Mais c'était beaucoup plus simple parce qu'effectivement, dans les années 2000, quand on était ado, quand on s'embrassait, quand on avait un date, l'engagement était là déjà. Et on savait qu'on sortait ensemble. Et on se le disait. Est-ce que tu veux sortir avec moi? C'est vrai que c'était formulé de cette façon-là. C'était mignon. Hein. Et du coup, on s'engageait dans la relation. Et on restait concentré. Donc, c'était beaucoup plus simple. Mais c'est vrai que... on avait cette simplicité. C'est vrai que là, c'est plus du tout la même. C'est plus on sort ensemble. Je sais pas si tu as remarqué, mais il y a un vocabulaire même aujourd'hui qui est... c'est une nomenclature des relations qui... Moi, je l'ai découvert en rédigeant le livre. Pré-couple, céli-couple, plan cul régulier. Céli-couple, c'est les gens, ils restent célibataires, mais ils sont en couple. C'est mi-figue, mi-raisin. C'est génial, ça.
Célicouple. Célicouple. Pré-couple. Pré-couple, c'est avant le couple. C'est avant de se dire on sort ensemble. D'accord. Ok. Il faut un petit temps de test. Donc, on se doit rien, mais doit rien. on Ta n'est petite pas... paye ou remboursée, tout ça. Ok, je vois tout à fait. C'est génial. Attends, c'est tout ça, c'est dans ton livre, tout le lexique. Moi, je me suis marrée vraiment à l'écrire. Trop bien. Je fais que rigoler. Donc ouais, il y a toute une nomenclature pour toutes les phases de chaque relation et ce que ça peut impliquer. C'est phénoménal. Ah ouais. Donc oui, c'était plus simple avant. Même la terminologie était beaucoup plus simple. Et là où je voulais en venir, c'est que, mine de rien, je suis très consommateur de YouTube et de réseaux sociaux. Ça fait aussi partie de mon métier. Et je regarde beaucoup les tendances, les trends, etc. Et je vois une espèce de... Comment dire ? Une distanciation entre les hommes et les femmes, avec d'un côté un mouvement un peu girl boss chez les femmes, et d'un autre côté un mouvement un peu red pill chez les hommes. Donc les hommes qui se mettent à un peu détester les femmes et les femmes qui se mettent à un peu détester les hommes. Ce qui fait que là, ça complique encore plus les relations, ça complique encore plus les rencontres, et ça complique encore plus ce que tu disais juste avant, c'est que les gens, enfin les personnes qu'on rencontre, c'est une bibliothèque, c'est pas juste des objets de consommation. J'ai vraiment l'impression que, peut-être que je peux me tromper, hein, que pour une génération, c'est-à-dire les 18-25 ans, ils sont pile poil dans ça, et que pour eux, c'est encore plus difficile de trouver quelqu'un. Effectivement, c'est une des nombreuses conséquences du capitalisme amoureux, une des nombreuses dérives. Ces mouvements où effectivement, comme tu l'as très bien dit, on est face à des femmes qui expriment qu'elles n'ont pas besoin d'hommes en fait pour vivre et va là-bas, restez là-bas. Et les gars qui jugent la féminité comme sans valeur, on se montre trop, on n'est pas digne d'un homme. En gros, on est des tanas. C'est ce que, quand j'ai fait mes petites enquêtes pour le bouquin, voilà, j'ai vu tout ça, quoi. Effectivement, c'est quelque chose de très dangereux qui s'adresse principalement aux jeunes et qui, en plus, ce sont des messages, des croyances, des perceptions, des messages, une vision très toxique et très guerrière en fait de la romance qui est véhiculée par des coachs autoproclamés. Très guerrière. Je pense que tu utilises le terme parfait. C'est la guerre. En fait, c'est vraiment ça. C'est le calcul systématisé dans la relation. Et du coup, ces gens-là qui sont autoproclamés, professionnels, gourou 5.0, tout ce que tu veux, vont véhiculer des stéréotypes. Moi, je suis très en colère contre ça. Je vois ça. Là, c'est passionné. Là. Des stéréotypes et des croyances mais tout à fait merdiques en fait, sur les uns, les autres. On trouve en fait un bouc émissaire à son incapacité à se remettre en question, à créer des relations saines, à avoir une posture plutôt réfléchie sur ce que devrait être la masculinité, la féminité. En fait, il y a beaucoup d'immaturité, mais il y a beaucoup de gens en souffrance là-dedans. Et puis les gens en souffrance sont vulnérables. Complètement. Mais du coup, ça c'est très dangereux parce que ça amène à des visions évidemment complètement déformées de l'amour, mais des attentes mais complètement irréalistes. D'un côté, on a des femmes aujourd'hui qui veulent la vision du mec idéal. Alors, le gonze gagne 150 000 balles par mois minimum, sinon il n'est pas capable d'assurer la protection du foyer, sinon il n'est pas viril du tout. Il mesure plus d'1m85, oublie pas. C'est bon, t'es dans la norme, il est musclé, t'es dans la norme, il est moine bouddhiste, il est harpiste, il est champion de jujitsu. Il n'a pas de réseaux sociaux. Il fait du yoga, il est entrepreneur, mais il est toujours à la maison et il est toujours disponible. Parfait. Hein. Normal. Normal. Mais de l'autre côté, c'est pas mieux. Qu'est-ce que tu captes, toi? Qu'est-ce qu'ils demandent, les gars? Les masculinistes, les red pill. Alors, je suis pas masculiniste, hein, attention. Mais qu'est-ce que t'as capté de ces zingouingouins? C'est un peu le même constat. Hein. Donc, une femme qui n'a connu aucun homme. Ouais, le body count à un chiffre et encore un chiffre, parfois c'est trop. Parce que 10, c'est fini. T'es périmé, t'es bonne à rien. Absolument. Tu utilises bien le terme périmé, c'est qu'une femme qui a plus de 28 ans, on discute même pas avec elle. Une femme traditionnelle, une femme qui ne se montre pas trop. Elle ne travaille pas avec des hommes. Son milieu professionnel, il n'y a pas d'hommes. Absolument. Et qui écoute bien sûr son mari, qui même pas qu'il écoute, qui obéit au doigt et à l'œil. Je grossis un peu le trait, mais c'est presque ce qu'on entend. Elle rentre à 17h et elle va faire la cuisine. Ouais, tout à fait. Parce que c'est sa place. Hein. À la cuisine. Voilà, tout à fait.
Donc ça, j'ai l'impression que ça touche quand même plutôt un public relativement jeune. Jeune, vulnérable et le nez scotché sur les écrans plus de 6 heures par jour. C'est chaud. C'est chaud parce que ça augure pas du meilleur pour la suite. Parce que lorsque ils auront probablement envie de trouver un ou une partenaire pour le restant de leur jour, là, ça va être très compliqué. Avec cette guerre qui n'a pas été résolue, en fait. Il y a toute une réhabilitation psychique à faire. Là, on n'est plus dans le coaching, on n'est plus, je pense, dans la thérapie brève, on n'est plus dans le conjugal familial. Je pense qu'il y a des choses, moi, qui sortent très clairement de mon champ de compétences. C'est beaucoup de réhabilitation psychologique dans le rapport à soi, le rapport au monde. Il y a des choses qui sont tout à fait matrixées, détruites. Et je pense qu'on ne mesure pas assez l'ampleur de ce phénomène. C'est peut-être une idée de livre que j'ai. Ah ouais? Ouais. J'en ai plein, comme toi, tu sais. Il n'est pas encore sorti et t'en as déjà une... J'en ai déjà 5. D'ailleurs, je le mentionne, quand le podcast sortira, ton livre sera déjà sorti parce qu'il sort le 27 mars, hein, c'est ça? Tout à fait. Le 27 mars, on mettra le lien dans la description et dans les commentaires. Mais probablement que le podcast, il va sortir au courant du mois de mai. Donc, il sera déjà sorti. Tout le monde aura la possibilité de le commander rapidement. Donc, ouais, ce sera peut-être un sujet d'un autre livre. Je pense. Ok. En tout cas, cette transformation du rapport à l'autre, personnellement, elle me fascine parce que j'ai quand même l'impression que la relation à l'autre, justement, ça occupe une grande partie de notre vie. Moi, j'aimerais bien avoir une relation saine avec une femme. Enfin, c'est déjà le cas, mais si je me téléportais 10 ans en arrière, je me serais dit un petit peu ça. Je me serais dit, ok, j'ai envie de réussir professionnellement, mais avoir une relation saine avec une personne en qui je fais totalement confiance, c'est quand même quelque chose de précieux. Et malheureusement, aujourd'hui, quand je vais sur les réseaux sociaux ou même quand je parle à d'autres personnes qui ont parfois mon âge et qui sont parfois plus jeunes, c'est l'hécatombe et ça rend un petit peu triste. Ouais, mais à mon sens, il n'y a rien qui soit irrécupérable parce que, à mon sens, on est à la fin d'un cycle. Et pour moi, fin d'un cycle, ça veut dire il y en a un autre à reconstruire, il y en a un autre à faire, il y en a un autre à créer. Je crois qu'on arrive au bout d'un modèle et les chiffres, en fait, aujourd'hui, à date, nous montrent que beaucoup moins d'usage des applications de rencontres. Les actions en bourse. Ah oui, j'ai vu Tinder divisé par je sais pas combien. Ouais. Donc ça, c'est des signaux qui... Enfin, je me réjouis pas de ce qui se passe économiquement pour ces entreprises qui ont par ailleurs apporté des bonnes choses. Au final, elles ont... J'y reviendrai, mais elles ont quand même apporté des bonnes choses. Mais j'ai perdu le fil. Mais oui, c'est la fin d'un cycle et tu vas évidemment pas te réjouir voilà. de la faillite peut-être de ces entreprises. Mais c'est la fin d'un cycle, mais il y a tout un tas de choses à... En fait, il y a des choses utiles dans tout ce qui nous est arrivé. Maintenant, tout sur quoi on devrait concentrer notre attention, c'est en quoi on peut corriger, en quoi on a merdé, mais du coup, qu'est-ce qu'on peut faire de mieux maintenant? Et sur quoi on peut compter pour développer des relations qui sont très importantes en fait, dans la vie. En fait, la qualité des relations, ça détermine la qualité de ta vie, ton bien-être, ta santé physique, psychique. Je crois même que c'est le facteur numéro 1. Facteur numéro 1. Et les gens, avant de mourir, ce qu'ils évoquent... C'est pas leur body count. C'est pas... Ça, c'est sûr. C'est des regrets. Ouais. Quant au temps qu'ils n'ont pas passé avec des gens qu'ils aimaient le plus, quant au « je t'aime » qu'ils n'ont pas dit, quant au témoignage d'amour, quant au le fait d'avoir beaucoup trop travaillé et de ne pas avoir passé assez de temps avec leurs bien-aimés ou les gens qu'ils aiment. Donc les relations, c'est quelque chose de central pour notre santé sociale, mentale. C'est le cœur, en fait, du réacteur de nos vies. Et ce que je disais, c'est que il y a des choses très positives à faire. Typiquement, pour le Nassim d'il y a 10 ans, qu'on pourrait l'inviter à faire, c'est effectivement, je le disais tout à l'heure, c'est introspecter. Très clairement, c'est pourquoi tu veux rentrer en relation. Est-ce que tu es dans un besoin de montrer à la terre entière, dans un besoin de répondre à une injonction, dans un besoin de faire comme tout le monde, dans un besoin de combler un vide ou dans un besoin de rejeter la solitude. Est-ce que c'est ça ou est-ce que c'est t'as envie de partager, de construire, d'explorer tout un tas de choses, tout un tas de palettes de sentiments avec quelqu'un. Il y a ça.
Ensuite, c'est... ça va être un petit peu chiant ce que je vais dire, parce que c'est un peu contre la culture de l'instantanéité qu'on connaît, mais prendre son temps pour connaître les gens et être davantage dans une logique de sobriété relationnelle, comme la sobriété énergétique, mais appliquée au relationnel, pour apprendre en fait à mieux connaître une personne, à savoir à qui on a réellement affaire, et le processus d'attachement, le vrai, le profond, il peut se faire quand on est concentré sur une personne. Quand on est éparpillé de partout, on reste en surface et on construit des relations de surface. Et ensuite, on est frustré et on continue et on reste dans la roue de hamster, etc. Donc il y a deux notions. Il y a la sobriété relationnelle, mais aussi prendre son temps. Prendre son temps, c'est quoi ? Partager, confronter la relation à différentes expériences de vie. Pas simplement les dates, les petits voyages, les petits week-ends qui sont des endroits idylliques pour partager, passer du bon moment, kiffer sa vie, etc. Mais on connaît réellement quelqu'un quand on bricole avec, quand on cuisine avec, quand on gère des galères d'argent avec, quand on répare quelque chose, quand on se perd. C'est dans les moments de friction, en fait, qu'on peut réellement connaître personne. Et ça, ils arrivent avec le temps. Donc moi, ce que je conseillerais, ce serait effectivement d'attendre aussi avant de présenter, avant d'engager la relation auprès de sa famille, ses amis, être sûr. Et la relation n'en sera que plus profonde, plus solide, plus épanouissante. Et il n'y a pas le feu au lac, quoi. Il y a ça. Il y a plein d'autres choses. Mais ça, c'est déjà bien. Ça, c'est déjà bien. Sobriété et patience. Patience. Et quand tu dis sobriété, est-ce que tu peux préciser rapidement ? Sobriété, ouais, vas-y. Est-ce que tu peux préciser ? On fait l'effort de se concentrer sur une seule personne, si possible. Les fenêtres ouvertes, les DM de partout, les applications, les snaps, machin, tout ça. Je ne dis pas de passer à une vie de pump it up, à une vie de moine bouddhiste, mais faire l'effort de donner le temps, le respect, la concentration à une personne qu'on estime mériter. Enfin, même juste pour le plaisir de l'expérience. Tiens, qu'est-ce que ça fait si je me concentre que sur une seule personne pendant quelque temps ? Qu'est-ce que je vais ressentir ? Qu'est-ce que ça va me procurer ? Qu'est-ce que je vais découvrir sur moi ? Est-ce que j'en suis capable ? Est-ce que ça me fait du bien ? Est-ce que ma vie s'améliore ? Ou pas ? Mais au moins, donner le test. C'est des excellentes questions à se poser, ça. Et pourtant, la plupart des gens seraient d'accord pour reconnaître que c'est des choses qu'on ferait pour n'importe quel autre domaine de notre vie où on a envie que les choses progressent. Je prends le sport parce que forcément, c'est ma vie et c'est la chose que je fais le plus dans la journée. Mais pour le sport, c'est pareil. Si on s'éparpille sur la méthode X, la méthode Y, la méthode Z, forcément, on ne progresse pas, on n'apprend rien sur soi et on ne se rapproche pas de notre objectif. Donc, c'est ça. Mais c'est super intéressant du coup ce que tu dis parce que comme dans le sport, il y a effectivement cette notion de discipline, d'intégrité, de droiture. C'est je dédie du temps, de l'énergie, je mets de la valeur. Ça va à l'encontre de la culture, de l'accumulation, de l'instantanéité, oui, j'ai peur de l'engagement parce que tu comprends, il faut faire des efforts. Oui, en fait. oui. Bonjour, il faut faire des efforts. Et en fait, c'est un travail, c'est un investissement. Peut-être pas travail, c'est un peu moche comme mot, mais c'est un investissement. C'est du cœur à l'ouvrage, c'est une construction en fait, une relation. Et si t'as la flemme, j'entends beaucoup ce mot, j'en peux plus, flemme. Si t'as la flemme, si tu veux une relation saine, durable, qui te fait du bien, mais que t'es pas capable en fait d'investir ton cœur, des qualités, même de développer ou de te remettre en question, c'est pas possible en fait. C'est juste pas possible. Est-ce que tu penses que les gens ne s'investissent pas justement parce qu'ils ont l'impression qu'étant donné qu'ils ont une autre personne en face d'eux et que peut-être que cette autre personne n'est pas sur la même longueur d'onde, le mécanisme de protection, c'est je vais peut-être pas m'investir et je vais peut-être garder un petit peu de distance. Parce que le sport, ça implique que moi. Ouais. Si je travaille, si je m'investis, je progresse. Par contre, une relation, j'ai aucune garantie que si je m'investis, que tu vois, si je reste concentré, que la personne en face aura le même fonctionnement. Effectivement, c'est une stratégie d'évitement. La multiplication des partenaires, c'est une stratégie d'évitement que j'explique dans le bouquin. Mais t'as dit un truc, je voulais rebondir dessus. Ça m'a filé. Ça m'a filé entre les neurones.
il y avait effectivement ça. Donc Est-ce que le fait de craindre que la personne en face c'est ça. ne partage pas le même fonctionnement? C'est ça. Sur la peur de l'échec, la Oui, peur oui. de s'investir, c'était ça en fait, le fil du truc. Et d'autre part, pour rebondir sur ce que tu dis, en fait, ça implique toujours un risque quand tu montes une entreprise, quand tu commences un programme de sport, quand tu commences un nouveau travail, quand tu commences une nouvelle activité, je sais pas, quand tu veux apprendre à marcher sur les mains. Enfin, l'échec, en tout cas moi, je l'appelle même pas l'échec. Pour moi, l'expérience et potentiellement le rejet, c'est inévitable. En fait, ça fait partie de l'expérimentation de la vie, de l'apprentissage. Et du coup, à mon sens, on devrait apprendre à le kiffer, ce truc-là. Bon, pas se kiffer se prendre des vents, se prendre des rejets, c'est pas le but. Mais plus on va oser s'ouvrir, avoir la curiosité, déployer en fait ces compétences-là, aller vers les autres, être dans la curiosité, être dans l'essai, se dire bon, ok, ça n'a pas fonctionné, c'est pas grave, ça n'a rien à voir avec moi et ça ne dit rien de ma valeur. On avance. Mais l'amour et les relations, c'est prendre des risques, comme n'importe quelle chose qui compte en fait dans la vie. Moi, je le vois comme un projet entrepreneurial, la relation amoureuse. Pas au sens capitalistique, mais au sens projet, investissement, cœur à l'ouvrage, compétences à développer, gestion des conflits, gestion des émotions, gestion des aléas. Je partage 100% cette vision. Je partage, parce que moi, perso, elle me rassure, tu vois, et c'est quelque chose dans lequel je suis bon, donc ça me rassure aussi d'avoir les outils qui me permettent de naviguer là-dedans. Si jamais tu devais faire une prévision sur le prochain cycle, justement, si on est en train de terminer celui-là, ce serait quoi? Quel serait le prochain cycle? Comment il s'illustrerait? Pour moi, ce serait un cycle de régulation, vu qu'on est bien parti en vrille. Donc je pense que c'est nécessaire. Voilà, et qui sera à la hauteur de la vague que l'on a vécue. Pour moi, ce serait un retour au basique. Il y a eu... après le confinement de 2020, quand les gens sont sortis de chez eux, il y a eu tout un élan de positivité, de bonnes intentions, d'ouverture aux autres, de curiosité, de venez, on se rencontre tous. Les gens sont sortis des écrans, ils ont saturé, et les gens se sont mis à reconnecter dans la vraie vie et à faire tout un tas de choses différentes. Moi, je le vois comme ça, ce cycle. Il y a quand même... je mettrais quand même une nuance parce que il y a quand même des outils d'intelligence artificielle qui s'incrustent dans la vie de jeunes adultes et qui les enferment dans certains usages, pire que ceux des applications de rencontres, qui sont dans des usages de complaisance. Je parle avec une IA toute la journée. C'est la question que j'avais posée juste après. Ah, voilà. Je venais de poser mes yeux. Je venais de poser mes yeux sur ça. Ça circule. Et si c'était ça le prochain cycle, justement? Partons. Alors, je ne sais pas si je suis pessimiste de nature, mais imagine que le prochain cycle, c'est vraiment un cycle d'enfermement qui serait justement un petit peu conditionné par l'utilisation des intelligences artificielles avec qui on pourrait discuter, développer des relations, et que l'intelligence artificielle, pour le coup, elle t'écouterait, elle retiendrait exactement ce que tu dis, elle pourrait le réutiliser pour entretenir la conversation. Si le capitalisme continue tel qu'il existe, si on subit des crises de la même ampleur que le Covid, toutes ces choses-là, il y a des chances que ces outils viennent en force dans nos vies. Parce que nous serions reclus, nous serions dans la peur, nous serions dans un système où on se sent enfermé et acculé de partout et on cherche du réconfort facile, de la gratification instantanée, ce qu'offrent déjà les Tinder et compagnie. Mais je pense que ce serait une réponse comportementale à toute la pression systémique en fait qu'on subirait et à toute la détresse qu'on n'aurait pas réussi à résoudre. C'est impossible, c'est un champ des possibles. Je trouve pas que tu sois pessimiste, je pense que c'est important de regarder en fait tout ce qui existe et d'être réaliste sur le fait que ça existe et que ça puisse gagner du terrain. Ouais. Et si on est optimiste? Si on est optimiste, retour à des... On est curieux. On est curieux? On est curieux de l'autre. On est curieux des autres. On développe
On développe ses loisirs, ses champs de compétences, on mise sur soi. On mise sur soi, mais tout en étant accompagné par un être, ou plusieurs, si on est polyamoureux. Et on investit en soi, sur son développement, et on vise à augmenter les jauges d'épanouissement de sa vie, qui sont, je sais pas, la vie financière, la vie sociale, amicale, familiale, le développement personnel, le sport, les arts, etc. On fait attention à toutes ces jauges et on fait en sorte de les remplir soi-même et de mettre en place des actions un peu plus chaque semaine pour remplir soi-même les jauges et devenir un humain accompli, responsable, proactif et un petit peu moins, toujours plus dans la passivité des écrans et des gratifications instantanées. Et tu penses que ça pourrait permettre de faire des rencontres plus authentiques et plus faciles ? Plus facile, je ne sais pas. Authentique, oui, parce que quand on sort de l'écran, quand on sort de la logique critériste, quand on sort de sa consommation, on est beaucoup plus réceptif à ce qui se passe. On capture, il y a une énergie. En fait, généralement, dans les rencontres dans le monde réel, contrairement aux rencontres sur les applis, on sait au bout de moins de 3 minutes si on aime bien la personne. Absolument. Il se passe ça. Et du coup, il se passe quelque chose qui ne se passe pas sur les applications. Vu que, comme on l'a vu tout à l'heure, on juge, on jette, c'est très binaire, c'est je garde, et puis je ne mets même pas de conscience, même pas de processus de réflexion. Là où, comme on le disait, le non-verbal, la posture, la voix, le regard, tout ce qu'on partage avec l'autre, c'est complètement irrationnel, mais c'est ça qui nous capture, qui nous captive et qui nous accroche à quelqu'un. Est-ce qu'il n'y a pas un petit danger avec le développement personnel de justement se renfermer sur soi ? En fait, c'est une discussion que j'ai eue beaucoup de fois, sur plusieurs podcasts, avec mes proches, sur ma chaîne YouTube principale, que l'évolution du développement personnel, parfois, ça pouvait être un petit peu vicieux parce qu'on se retrouvait à se renfermer sur l'augmentation de ses jauges, tu vois, et sans jamais s'ouvrir aux autres. Peut-être que, alors ce que je vais dire, c'est peut-être complètement à côté de la plaque, mais j'ai l'impression que c'est aussi une considération très masculine. J'ai l'impression que beaucoup d'hommes réfléchissent comme ça, en mode développement personnel, c'est quelque chose que je vais faire dans mon coin de manière solitaire. Je vais m'améliorer pour gagner plus d'argent, développer plus de muscles, devenir un meilleur séducteur, patati patata. Alors que, encore une fois, peut-être que je suis complètement à côté de la plaque. J'ai l'impression que le développement personnel chez les femmes, c'est quelque chose de complètement différent. C'est quelque chose où, justement, on s'améliore soi-même pour avoir de meilleures relations avec les autres. Je ne sais pas, j'arrive pas à genrer. J'arrive pas à genrer ces choses-là. Et moi, il me semble... En tout cas, ma vision des choses, c'est qu'on devrait être capable... il conviendrait d'être capable de faire le en même temps. On va pas se fermer à une belle rencontre parce qu'on est dans un winter arc. Ouais. T'as utilisé le bon terme. T'as utilisé le très bon terme. S'il vous plaît, ne passez pas à côté de choses qui peuvent améliorer la qualité de votre vie ou créer de nouvelles connexions ou juste parce que non, je peux pas, j'ai winter arc. Mais c'est le cas. Tu sais que c'est le cas pour beaucoup de gens. Je parle des hommes parce que pour le coup, je pense que ça concerne quand même beaucoup de jeunes hommes. Je crois que c'est le cas. Je pense que certains refusent. En fait, moi-même, je refusais ce genre de choses. Je viens juste d'y penser, mais passer une période, je dirais il y a peut-être 10 ou 12 ans, je me félicitais de refuser certaines rencontres ou certains événements sociaux parce que j'étais dans mon winter arc, que je ne l'appelais pas comme ça à l'époque parce que ça n'existe pas. Mais si t'en as besoin, si les gens en ont besoin, c'est excellent. Et qu'ils le font en conscience, mais qu'ils le font pas dans une dynamique inconsciente justement de « je fuis ». C'est une stratégie d'évitement. Tout va bien. Mais à mon sens, effectivement, il y a des dérives, il y a des incompréhensions, il y a des choses qui, moi, ne me plaisent pas trop dans le développement personnel, mais de l'Instagram. Bien sûr. Qui, pour moi, est une petite fenêtre, en fait, du développement personnel. Ouais. J'y passe pas beaucoup de temps, moi, Instagram, donc du coup, je suis pas trop, mais le peu de temps que j'y passe, ça m'énerve. Ça m'énerve. Je te comprends totalement. Et mais du coup, je pense qu'encore une fois, il faut de la mesure, du discernement, revenir sur soi, sur ce qui est important, fondamental, les souhaits, la feuille de route. Et on peut tout combiner. Il y a de l'organisation. Mais je suis totalement d'accord avec toi. On peut tout combiner.
Mon amoureux est très sportif. Il a ce besoin de faire beaucoup de sport, d'avoir beaucoup de séances dans la semaine, etc. Bienvenue au club. Voilà, il a un job hyper prenant, où il a beaucoup de responsabilités. Mais on arrive. Enfin, moi, c'est pareil. J'ai différentes structures, j'ai fait différentes choses, quoi. Mais on arrive en fait à passer tout le temps qu'on a envie de passer ensemble parce qu'on est juste capable de s'organiser, de se dire quand on peut pas. De se dire quand on a besoin d'être un petit peu plus tranquille ou de voir nos potes respectifs, etc. Juste on communique et puis en fait on fait les choses quand on en a besoin et on fait du en même temps et on arrive à concilier. Du coup on n'est pas dans une vision binaire des choses. Mais ça c'est encore un biais je trouve de la société. C'est complètement un biais. Mais je partage totalement ta vision des choses. Et en fait j'avais fait une vidéo sur ma chaîne principale sur le Winter Arc, justement. Et la conclusion, c'était ça. On peut faire plusieurs choses en même temps. On n'est pas obligé d'avoir cette vision binaire et de s'enfermer dans une grotte, de refuser toutes les interactions sociales uniquement sous couvert de développement personnel. Donc, je partage 100% ce message. Et puis, le développement personnel, au final, c'est quoi la visée de ce truc-là ? C'est d'être bien juste avec soi-même ou c'est d'être bien en société ? Le développement personnel, il devrait servir le développement collectif, en fait. Absolument. Donc, absolument. On peut tout faire en même temps, les gars. Parce que oui, ça n'a pas de sens de vouloir se développer personnellement si c'est pour ne jamais adresser la parole à toi. Rester dans sa grotte, se faire des bisous. Ouais, non, pas terrible. Eh ben, espérons que ce prochain cycle, il se présente de manière plus positive que celui-là. T'as mentionné tout à l'heure que les applis de rencontre n'avaient pas provoqué qu'uniquement du négatif. Alors, c'est quoi les aspects positifs des applis de rencontre ? Moi, perso, je les vois pas. Je vais reprendre ma posture de prof de sociaux. Ce que le libéralisme amoureux a offert aux individus, finalement, c'est une plus grande liberté de créer, de gérer leur vie amoureuse. Ça n'existait pas, il me semble, avant. Je n'étais pas là pour vérifier, mais je lis beaucoup de livres d'histoire, de sociaux. Et il me semble que avant, c'était très normé. Il y avait beaucoup d'injonctions à se marier avant 25 piges. Tu fais les gosses, la femme à la cuisine. Dans beaucoup de sociétés, au final. Et là, ce que le capitalisme amoureux a offert, c'est une totale liberté de « Ok, qu'est-ce que j'ai envie d'expérimenter ? Je fais ce que je veux de mon corps aussi. Si je veux tester, je le fais. Et puis quoi ? Moi, je trouve que c'est quelque chose de très positif. Et ça a aussi permis à de nouveaux types d'amour, de couple, d'union d'émerger. Pas simplement les mariage pour tous, mais aussi les polyrelations, tout un tas de relations en fait qui sont apparues dans le paysage, qui existaient peut-être avant, mais de manière cachée. Ouais. Donc je trouve que c'est quand même un grand pas pour la liberté. Donc encore une fois, pas de vision binaire. Aucune. Il n'y a jamais que du mauvais. Exact. Il y a toujours une part de positif. Toujours nuancé. Toujours nuancé, ouais. Et le futur des applis de rencontre, ça ressemblerait à quoi ? Parce que si Tinder est en train de se casser un petit peu la figure, est-ce qu'on va avoir un modèle un petit peu différent ? Comment j'envisage les choses de ma petite fenêtre ? Si tu devais créer une appli de rencontre demain, tu vois, tu la créerais sous quel format ? Je crée une appli de re-rencontre, pour tout te dire. Elle sort courant avril. Non, c'est vrai ? Mais... En vrai ? Je suis même pas au courant. Parce que je dis rien, parce que je suis dans ma grotte, mais une appli de re-rencontre. Je pense que les applications de rencontre auraient tout intérêt à intégrer en fait tous les outils qui manquent en termes de compétences relationnelles chez les gens. La curiosité, l'art de la questionologie, développer son écoute active, comment réellement s'intéresser à quelqu'un, comment bien faire connaissance avec quelqu'un. Et pour moi, il n'y a pas de recette, il n'y a pas de guide d'éducation sentimentale qui peuvent nous aider, mais il y a le coaching qui existe, il y a les thérapies brèves, telles que moi je les applique. Il y a des contenus, mais on n'a pas encore d'intelligence intégrée dans des applis qui nous permettent en fait de nous guider, mais pas simplement de nous assister, mais nous permettre de développer des compétences relationnelles, l'intelligence relationnelle. Je le vois comme ça, c'est peut-être un peu abstrait. C'est assez concret. Ah, je visualise complètement l'appli là.
Voilà. Je la visualise parfaitement. Ok, c'est pas mal. Ça donne envie en tout cas. Et enfin, je te pose des questions qui, des fois, sont un peu bêtes, mais tu penses que les applis de rencontre, telles qu'elles le sont actuellement, sont amenées à disparaître d'ici quelques années? Pour moi, on est déjà dans l'obsolescence. Les gens sont au bout du Rolls. Les gens y vont parce que y a même plus de raison. C'est de l'automatisme. Et je pense que, comme dans tout cycle entrepreneurial, économique, voilà, ils ont connu une apogée. Il y a eu un pic. Il y a eu le Covid qui a beaucoup aidé à accélérer et à massifier les usages. Mais là, on redescend. Et si elles veulent revenir à une courbe un peu plus stable, il va falloir se concentrer sur les gens, en fait, et sur ce qui leur fait du bien, et sur ce qu'il y a de réellement important pour eux, et sur ce qui va réellement les aider dans la vie. Ce sera peut-être le job des futures applis de rencontre. Clin d'œil. Hein. Si on veut être très pragmatique, et si tu devais partager 5 conseils pour trouver l'amour, quels seraient ces conseils? 3 ou 5? Ok. Ne pas brûler les étapes. Je l'évoquais tout à l'heure. Prendre son temps, savoir à qui on a affaire, développer un attachement stable, véritablement prendre le temps de développer la relation avec différentes épreuves de vie, des bons, des mauvais moments, des expérimentations, des expériences de collaboration, le bricolage, j'y reviens parce que franchement... Ah ouais, tu trouves que vraiment ça, c'est... on construit quelque chose de fort quand on... quand on bricole. Ouais, vraiment. Vivre des galères ensemble, voir comment la personne réagit en situation de stress, en situation de difficulté, voir en fait les qualités qu'il ou elle a, mais qu'elle déploie. Et comment en fait elle se corrige, s'améliore. C'est peut-être pas les bons mots, mais... voilà, bien connaître la personne, prendre le temps avant. En fait, brûler les étapes, ça voudrait dire ne pas prendre de décision hâtive et de laisser un petit peu faire les choses pour. Ouais, et sortir de l'illusion, sortir de l'idéalisation de la personne. On a beaucoup de moi j'en connais autour de moi, des personnes qui sortent avec quelqu'un ou sont en couple avec quelqu'un. On ne sait pas trop pourquoi, mais peut-être parce qu'ils ont besoin de prouver à la terre entière que ils sont capables d'être en couple. La personne est instagrammable, donc ça redore en fait leur image, leur ego, etc. C'est dur. Ouais, mais moi j'en ai autour de moi. Mais il y a ça. Donc des gens en fait qui se lancent dans des relations qui sont dans une espèce d'illusion, de projection, qui présentent en fait trop vite la personne à leur famille, à leurs potes, mais qui se retrouvent en fait coincés dans une relation qui fonctionne pas du tout, qui leur convient pas, qui est très dysfonctionnelle, qui est très cyclique, qui les font souffrir. Mais pour garder la face, je résume un petit peu, pour garder la face, en fait, ils restent dans un truc qui est plutôt souffrant et pas agréable à vivre pour eux. Ouais. C'est un exemple parmi tant d'autres. Ok. Donc vraiment prendre le temps. Ensuite, pour trouver l'amour, je dirais tenter des choses nouvelles chaque semaine dès que possible. Prendre un itinéraire différent. Aller tester une activité sportive, artistique, celle que l'on souhaite, mais sortir de ces schémas et de ces automatismes établis. Il y a que comme ça, à mon sens, qu'on peut déjà s'ouvrir à d'autres choses et avoir la chance de rencontrer des nouvelles personnes et créer des affinités différentes. J'ai entendu quelque part, je ne sais plus si c'était sur un podcast, que Strava était devenu le nouveau Tinder. T'en as entendu parler? Oui, j'allais le dire. J'allais dire que les clubs de run, c'est devenu le nouveau Tinder. C'est-à-dire que maintenant, les clubs, pour rencontrer des gens, tu vas faire du sport, en l'occurrence de la course à pied, ça se prête bien à l'exercice. Tu rencontres des personnes qui sont probablement passionnées un peu, qui ont un peu les mêmes centres d'intérêt. Donc, ça ne me surprend pas que Strava, ça se soit transformé en appli de rencontre. De rien pour la pub, les gars. Donc ouais, changer un peu d'horizon et tester de nouvelles choses. Mais le faire de manière méthodique, comme revenir à la salle de sport, refaire ses exercices scrupuleusement, améliorer sa technique. En fait, c'est se faire l'auto-injonction de « Ok, chaque semaine, je me donne un objectif, je teste quelque chose de différent. » Alors, désolé de te couper. Je t'en prie. Pas dans l'objectif de rencontrer quelqu'un, mais dans l'objectif vraiment de tester de nouvelles choses pour épanouir sa propre curiosité. Exactement. Ok. Ouais, c'est ça. Parce que ça peut être un peu
ça peut provoquer l'effet inverse, d'y aller avec l'attente de rencontrer quelqu'un, tu vois. Merci de préciser, parce qu'effectivement, on fait ça pour soi et on laisse de côté la tension, la pression à rencontrer quelqu'un. Alors ça dégage. Ça, faut que ça dégage. Du coup, faut kiffer. Enfin, là, c'est une autre injonction à kiffer sa life, mais allez kiffer votre vie, les gars, quoi. Avec tous les moyens que vous avez, dont vous disposez, même si vous vivez à la campagne, pas dans une grande ville, etc., c'est voir des activités associées, où se trouvent des activités associatives, des activités d'entraide. Soyons créatifs. Donc, si vous avez toujours rêvé de prendre des cours de peinture, prenez des cours de peinture. Let's go. Si vous avez toujours... Ça mange pas de pain. Je vérifie juste un petit truc avec Margot, ma chargée de prod. J'ai un appareil photo qui s'est éteint, je pense. Donc, est-ce que tu pourrais les vérifier rapidement ? Ce serait quand même dommage qu'on n'ait pas l'enregistrement de cette merveilleuse discussion. T'imagines ? Mais moi, go pour la refaire. Hein. T'inquiète. Quand tu veux. Non, je pense juste qu'il y en a un des trois qui a dû s'éteindre. Comme ça nous permet de réfléchir un peu aux 3 autres conseils. Oui. Pour trouver l'amour. Je vais regarder les petites questions que j'avais à te poser aussi. Comment ça ? Non. J'avais envie d'avoir tes ressentis, tes lumières sur certains sujets. Déjà, je te les pose et tu me dis si tu as envie d'y répondre. Ok. Sinon, je te les pose comme ça. Ouais, c'est mon podcast, hein, si j'ai pas envie d'y répondre. Après tout. Ok. Attends, Margot, c'est bon ? Pour les 3 ? Ok, génial. Je t'écoute, Anis. J'ai peur, là. Ça fait bizarre d'être... Ouais, je les veux. Aucun problème. Je te les pose comme ça, vraiment, d'un coup, hein, et puis après, on verra. C'est très philosophique. Est-ce que tu penses que l'amour pour une seule personne, c'est un élan vital ou plutôt une norme sociale bien ancrée ? L'amour pour une seule personne. Oh, alors là, c'est dur. Ok, laisse tomber. C'est dur. Toi, quelle est ta définition d'une vie amoureuse réussie ? Une personne avec qui j'ai... Alors, une personne avec qui j'ai des projets en commun, une personne avec qui je peux être totalement authentique, c'est-à-dire moi-même à 100%, que je ne cache absolument rien de ma personnalité, aucun côté sombre de ma personnalité, que ma partenaire connaisse tout de moi, les bons côtés comme les mauvais côtés, et une vision commune. Moi, en tout cas, c'est ce qui me motive beaucoup. Merci. Et ça rejoint la question que tu m'as posée tout à l'heure. Sur quoi on devrait se concentrer pour construire des relations de qualité ? Tu as complété le... Sur quoi on devrait se concentrer pour construire des relations de qualité ? Ça, c'est vraiment une question existentielle. De fou. Alors, premièrement, je pense que se concentrer sur ses propres besoins déjà, c'est hyper important. Donc, comme tu l'as dit, le travail d'introspection, pour moi, il est vital. Chose que j'ai fait trop tard à mes yeux, mais il est jamais trop tard au final. Hein. Ça fait partie du parcours de vie. Donc, ce travail d'introspection, se poser les questions sur ce dont on a vraiment besoin. Et c'est déjà une grosse partie du travail. Je suis d'accord. Tout part de soi. Tu veux qu'on termine la question tout à l'heure ? Et attends, c'était quoi la première question ? Parce qu'elle est quand même, intéressante. Elle est costaud, mais elle est quand même intéressante. Penses-tu que l'amour pour une seule personne soit un élan vital ou plutôt une norme sociale bien ancrée ? Je vais quand même dire une norme sociale bien ancrée. Je prends le risque. Je ne sais pas à quel point je le pense et je ne sais pas, peut-être que dans 3 ans, ça aura changé ou que ce n'était pas la même chose dans 5 ans. Aujourd'hui, actuellement, je pense ça. Super. Merci. Avec plaisir. Dans quoi je me suis embarqué. Donc, 2 ou 3 autres conseils, Anissa. Ok. 2 ou 3 autres conseils. On est pas mal là déjà. Après, si on fait un peu un résumé du podcast, la sobriété, c'était un super conseil. Ouais. Attends, je termine. Il y en a un qui me fait marrer, mais qui, je trouve, fonctionne bien. Ouais. Parmi les gens que j'accompagne, c'est très bizarre dit comme ça, mais je vais expliquer. En gros, soyez claqués au sol. Quoi ? Qu'est-ce qu'elle raconte ? Mais qu'est-ce qu'elle dit ? En gros, soyez authentique et n'ayez pas peur en fait de vous présenter pas sous votre plus mauvais jour, mais en mode nature peinture. Soyez qui vous êtes. Si votre boulot vous ennuie, parlez-en pendant le date. Vous verrez en fait que c'est le cas de beaucoup de personnes. Ouais. C'est le cas de beaucoup de personnes. Si vous avez des rêves, d'autres aspirations, évoquez-les. Bon,
Tout est dans le dosage, on est d'accord. On va pas arriver à un date, faire le Calimero, se plaindre, voilà, se comporter comme si on était dans une consultation de psychologie. C'est pas le but. Le but, c'est d'avoir de l'autodérision. D'arriver en nature peinture, claqué au sol, ok. Et même peut-être poser la question à la personne, en quoi tu es claqué au sol? Ça me fait beaucoup rire. Et ça permet de briser la glace, en vrai de vrai. Tout le monde ne va pas être capable de le faire, j'en conviens, mais ça, pour moi, être claqué au sol et savoir se montrer vulnérable en face d'une personne, ça, pour moi, c'est un accélérateur. C'est ce que j'allais dire. Si la personne est réceptive, fantastique, tu sais que tu as gagné beaucoup de temps. Et si elle ne l'est pas, bah après, tant pis. Tu peux pas plaire à tout le monde et Exactement. C'est la vie. Et voilà. J'aime bien. Sois claqué au sol. Soyez claqué au sol. Soyez claqué au sol. C'est pas mal du tout, hein. J'en évoque beaucoup. Enfin, c'est pas des conseils, mais plutôt des postures, du bon sens dans le bouquin. Je développe beaucoup cette partie-là sur le comment créer en fait de véritables relations profondes, de véritables connexions. Je développe tout ça. Et pourquoi tu l'as appelé la grande illusion, dating, la grande illusion? J'aimerais bien avoir quelques précisions sur ce titre. Excellente question. Du coup, je suis éditée chez un éditeur et on a galéré pour trouver le titre. En fait, il y a des contraintes commerciales. Bien sûr. Quand on est distribué un peu partout. Et du coup, on a trouvé quelque chose qui était un vecteur commun, des mots-clés. Moi, j'ai cherché des mots-clés. J'ai tapé tout un tas de choses sur ChatGPT. Je les ai confrontés, évidemment. Et l'éditeur a eu le mot final sur le titre qui lui semblait être le plus parlant. Ça fonctionne bien. Je confirme, je trouve que c'est parlant. Et si quelqu'un, demain, commande ton livre, qu'est-ce qu'il peut espérer? Comprendre comment on en est arrivé là. Super. Ça répond à ta première question. Ouais. C'est quoi ce bordel? Donc, en fait, c'est un condensé très sociologique, très psychopop, très parlé aussi. En fait, je parle selon mes 3 prismes. La nana qui a galéré en amour et qui a été une galérienne de l'amour et qui a testé les applications de rencontre et qui s'est cassé les dents et qui a vraiment pas aimé ça. La thérapeute et aussi l'entrepreneur. Et du coup, je parle très souvent et j'explique les choses très souvent sous ces 3 angles de vue. Un peu schizophrène, mais très intéressant au final parce qu'on arrive à comprendre les choses sous plusieurs prismes. Donc, comment on en est arrivé là? Quels sont les comportements qui craignent qu'on a développés? Comment les applications, les réseaux sociaux et la libéralisation de l'amour ont modifié nos comportements, et pas toujours pour le meilleur. Quelles sont nos meilleures stratégies d'évitement des relations, des émotions? Quels sont nos mécanismes psychologiques en œuvre, avec des témoignages anonymisés de personnes du coup que j'ai accompagnées. Dans une deuxième partie, on trouve le comment en fait créer une relation de qualité à une ère digitale au bout du Rolls. Et là, je balance tout. Je vais vraiment dans les tréfonds de ce qui constitue à la fois nos capacités humaines, nos socles de valeurs. Enfin, en fait, je remets les choses à leur place. C'est un peu comme un guide d'éducation sentimentale, mais sans le terme pompeux. Et en troisième partie, on trouve des réponses fréquemment posées, des tas de questions qu'on m'a posées sur les réseaux et qui reviennent très souvent sur la romance moderne. Pourquoi on grande histoire. Grande histoire. Grande histoire, la romance moderne. Et du coup, beaucoup de personnes se retrouveront dans ces questions parce que ce sont des cas de figure, des situations que des millions de personnes ont déjà vues, vécues, expérimentées, dans lesquelles ils se sont retrouvés. Et du coup, j'y réponds et en prodiguant des prescriptions de tâches, mais aussi il y a des protocoles. Il y a des protocoles d'auto-coaching, de thérapie brève, pour faire des introspections, des passages à l'action, en gros pour un premier pas d'introspection active. Voilà ce que ça offre. C'est pas que pour les célibataires au final. Tout le monde. Qu'on soit en couple, qu'on soit célibataire, qu'on cherche l'amour depuis 1 an ou depuis 10 ans. Complètement. Qu'on soit en relation depuis 1 an ou depuis 10 ans. On peut se marrer en lisant le bouquin parce que voilà, je fais des blagues ici et là. Je me permets Je doute pas. Ouais. J'en doute vraiment pas. Je me permets de parler comme je parle dans mon quotidien et voilà. J'espère que ça plaira en tout cas. Je pense que ça plaira.
En tout cas, c'était un plaisir, cette discussion, Anissa. Partagé. On a couvert plein de sujets, mais tu vois, c'est allé encore une fois très rapidement. Je pense que ça a duré un tout petit peu plus d'1 heure, mais forcément, on a l'impression qu'on a parlé une demi-heure. On aurait pu encore parler 2-3 heures sur le sujet. Mais c'était bien, tu as pu partager un petit peu tout ce que tu avais en tête. C'est dur sur un podcast d'1 heure. Il nous aurait fallu peut-être un week-end avec plateau repas et tout pour réussir à tout couvrir parce que... Le rendez-vous est pris. Allez, c'est parti. Let's go. C'était trop bien, Anissa. On mettra de toute façon le lien du livre dans la description, donc il sera déjà sorti. Hein. On le mettra en commentaire aussi. Et on mettra aussi tes réseaux dans la description. Donc si vous voulez retrouver Anissa, n'hésitez pas à cliquer sur les liens. Tu es présente sur Insta ? Surtout sur Insta ? Insta. Je minimise les... Au moins, c'est efficace. Voilà. Donc on mettra ton Insta en description. Et puis les amis, si vous avez apprécié ce podcast, dites-le en commentaire. Partagez-nous votre expérience avec les applis de rencontre, avec le monde du dating, si vous considérez que c'est une grande illusion aussi. Et puis, merci à tous pour votre écoute. Et merci à toi, Anissa. Merci, Nas. À bientôt. Ciao. Merci d'avoir visionné cet épisode complet avec Anissa. Je vous partage un autre épisode qui parle aussi de relations de couple. Je vous l'affiche quelque part sur l'écran, donc n'hésitez pas à aller le visionner si ce n'est pas déjà fait.